Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Super. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver exceptionnellement pour l'animation de cette conférence de la communauté bâtiment. Je m'appelle Constant Papillon-Amblard et je suis responsable habituellement de la communauté affaires juridiques et commandes publiques chez Idealco. Ne vous inquiétez pas, votre référente habituelle reviendra et aura le plaisir de vous retrouver dès la rentrée de janvier, Adèle Cabrol, pour animer et reprendre la main sur sa communauté. Alors aujourd'hui, la thématique de notre journée RE 2020, les solutions constructives en produits préfabriqués en béton. En effet, en 2020, la France change sa réglementation thermique pour une réglementation environnementale qui prend en compte de nouvelles dispositions avec un désir d'avoir des bâtiments moins énergivores. Et la RE 2020 est donc plus ambitieuse, mais également plus exigeante que sa petite sœur et sa prédécesseur, la RT 2012, qui était, elle, issue du Grenelle de l'environnement. Alors, selon les chiffres du ministère de la cohésion des territoires et de l'écologie, le secteur du bâtiment représente environ 44% de la consommation d'énergie et 25% des émissions de CO2. Donc, voilà, ça, c'est des chiffres à prendre en compte. Mais justement, ces professionnels sont en train de changer, changent et mettent en place de nouveaux procédés. Aujourd'hui, pour parler donc de ce sujet, nous recevons deux invités, Lionel Monfron, bonjour, directeur produit marché au CERIB, et Nicolas Tinceau, bonjour, ingénieur thermicien au CERIB. Écoutez, le partage d'écran semble bien fonctionner. Messieurs, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour. Je suis Lionel Monfranc, je suis directeur produit marché au CERIB. Le CERIB, c'est le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton qui travaille en appui pour tous les industriels qui font des produits préfabriqués en béton en usine. Voilà, donc notre présentation sur les solutions constructives en produits préfabriqués en béton vis-à-vis de l'ARE 2020, on va la dérouler, je dirais, en plusieurs volets. Un premier volet qui va être le rappel un peu rapide des objectifs et des indicateurs de l'ARE 2020, histoire de recaler les choses pour ensuite pouvoir les développer. On fera un petit focus particulier sur l'indicateur IC Construction, qui est en fait l'impact carbone du bâtiment pour ce qui concerne les produits et leur mise en œuvre. Et puis, nous vous présenterons ensuite, dans un troisième temps, quelques exemples de logements à base de produits préfabriqués en béton qui répondent aux exigences de la RE 2020 et puis pour vous montrer un petit peu les principales caractéristiques, les principaux ordres de grandeur qu'il y a à retenir. Euh, Nous enchaînerons sur quelques repères sur la contribution, je dirais, des solutions en béton et plus particulièrement des solutions préfabriquées en béton dans l'IC construction d'un bâtiment pour avoir quelques ordres de grandeur, voir en quoi la contribution de ces produits est importante et voir finalement quels sont les leviers ensuite de la décarbonation de ces produits qui, par conséquent, contribueront à la décarbonation des produits du bâtiment. Donc, Alors, peut-être juste avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à réagir dans l'onglet QR ou alors à nous préparer des questions dans le chat. Alors, petit aléa du direct, le diapo. Ouais. bien. Donc, les trois grands objectifs de la réglementation RE 2020, c'est de donner priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie, donc de poursuivre la baisse des consommations des bâtiments neufs qui avait été initiée dans le cadre des réglementations thermiques précédentes, que ce soit la réglementation de 2005 ou la RT 2012, et puis avec l'objectif d'utiliser une énergie la plus décarbonée possible, potentiellement, voilà, pour avoir de la chaleur renouvelable. Le deuxième grand objectif qui a été annoncé, donc là on est dans les grands objectifs politiques, c'est la diminution de l'impact carbone de la construction des bâtiments
ce qui nécessite la prise en compte de l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie et la construction, et ensuite pendant, je dirais, sa vie en œuvre, pendant son utilisation. Et puis, un point qui complémentaire, euh, qui voit son importance d'autant plus grande qu'on a des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, c'est de garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur, de construire des bâtiments plus confortables lors de ces vagues de chaleur. Donc, pour décliner ces trois grands objectifs, un certain nombre d'indicateurs ont été mis en place et certains concernent l'énergie, donc avec le besoin de bourru climatique, la consommation en énergie primaire, la consommation en énergie primaire non renouvelable. Un indicateur concerne le confort d'été directement, qu'on va vous détailler, et puis côté indicateur carbone, un indicateur IC Construction, qui va traduire l'impact carbone de la construction, des produits et des équipements et du chantier. On va ramener au mètre carré quand on va définir des seuils. Et puis un indicateur IC Énergie qui va traduire les consommations en énergie durant l'exploitation du bâtiment. Donc Nicolas va rentrer un petit peu dans le détail des indicateurs énergétiques et thermiques. Et ensuite, je reviendrai sur l'indicateur IC Construction. Alors, donc, pour les différents indicateurs de la RE 2020, on va commencer déjà par le BBio, caractérise les besoins bioclimatiques du bâtiment. Donc, ce BBio, il est calculé de la façon suivante, c'est-à-dire que vous allez calculer les besoins de chauffage du bâtiment, pour être multipliés par deux, les besoins de refroidissement, climaticité ou non pour le bâtiment, les besoins de refroidissement en RE2020 sont également multipliés par deux, et puis les besoins en éclairage, eux, sont multipliés par 5. Donc, ces besoins bioclimatiques, eux, au final, ils ne traitent que de l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout tenir compte pour ce calcul des systèmes de production de chauffage, etc. On tient compte uniquement de l'enveloppe, donc de la performance de l'inertie du bâtiment, un rôle important dans les besoins énergétiques, l'orientation du bâtiment, la surface de mimicry, des apports de chaleur du rayonnement solaire, mais également des apports lumineux, les dispositifs de réduction thermique également. Donc, vraiment, sur ce BBio, on est uniquement sur les besoins bioclimatiques du bâtiment et donc l'enveloppe. L'indicateur suivant, donc le CEP, qui caractérise les consommations en énergie primaire du bâtiment. Donc, ces consommations sont les consommations de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et tout ce qui va être auxiliaire. Donc, ça va être par exemple les consommations liées à la VMC ou au groupe de ventilation. Ça peut être la consommation des pompes de circulation d'eau dans vos systèmes de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, etc., etc. Et puis, ce qui est inclus dans la RE 2020, eh bien, c'est également la consommation liée je dirais à la mobilité des personnes, donc les ascenseurs, escalators, la consommation également dans les circulations, dans les parkings, et les circulations communes dans les bâtiments collectifs. Indicateur suivant, c'est le CEP NR, qui lui va reprendre les mêmes postes que le CEP, mais on ne va tenir compte uniquement que des consommations d'énergie non renouvelable. Donc ce CEP-NR, lui, va avoir un seuil à ne pas dépasser qui va être plus exigeant que le CEP, et donc il reprend de la même manière les mêmes postes que le CEP. Au niveau du confort d'été, maintenant, donc vous avez un tout nouvel indicateur en RE 2020 qui est en fait une refonte du précédent indicateur qui était la TIC en RT 2012, qui a été donc complètement revu. Donc le degré heure, DH, il, lui, de la même manière que pour le BBio, le CEP, CEPNR, a un seuil maximal à ne pas dépasser.
Donc ce seuil, par exemple, en maison individuelle, est figé dans la quasi-majorité des cas à 1250 degrés heure. Donc, au-delà de ce seuil, on n'est pas conforme à la RE 2020. Et puis, vous avez un palier intermédiaire, donc entre 350 degrés heure et le DH max selon votre bâtiment. Eh bien, ici, vous êtes toujours conforme à la RE 2020, mais il va y avoir une consommation de froid forfaitaire qui va être ajoutée au CEP dans l'idée où il est considéré qu'au-delà de 350 degrés heure, eh bien, il y a tout de même de l'inconfort en été dans le bâtiment. Et donc, cette consommation de froid forfaitaire est là pour prendre en compte un éventuel ajout d'un système de production de froid dans le bâtiment plus tard. Voilà pour ce palier entre 350 degrés heure et le DH max. Alors, ces degrés heure, ils sont calculés de la façon dont vous est présenté au final le graphique sur la slide, c'est-à-dire qu'on va tenir compte uniquement de la période d'occupation dans le bâtiment. Vous avez à chaque heure une température de référence de confort, donc ici qui est fixée, qui est fixée, qui avoisine entre 26 et 27 degrés selon l'heure de présence. Et donc, pour chacune de ces heures pendant la période d'occupation, on va compter le nombre de degrés où la température intérieure dépasse le seuil fixé de confort, donc 26 ou 27 degrés. Et on va faire la somme de ces degrés pour chacune des heures où on va dépasser la limite de confort d'été. Et donc, en faisant la somme de l'ensemble de ces degrés heures, du coup, eh bien, on obtient le degré heure réglementé. À savoir, je précise que ce calcul est réalisé sur la base d'un scénario météorologique caniculaire. De mémoire, ça doit être le scénario de canicule 2003 qui est pris en compte. Voilà pour le degré heure. Alors, j'ai une petite question, Nicolas. Euh, Là, du coup, on parle de, comme vous dites, c'est calculé sur un index qui a dû être fait en 2003, mais bon, je suis pas un professionnel hein, du bâtiment ou même de tout ce qui est énergie, mais je me dis dans un cadre où on parle beaucoup de passoires thermiques, est-ce qu'également on peut calculer un indice un peu similaire avec justement, je sais pas trop comment formuler ma question, mais on va dire les dépenses énergétiques qu'on a en trop, par exemple pour réchauffer un bâtiment ou pour justement avoir un degré satisfaisant de chaleur en hiver, par exemple. Ces sujets-là sont vus justement avec les précédents indicateurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le BBio qui est là, lui, pour déterminer si l'enveloppe du bâti est bien dimensionnée, en D'accord. besoin de chauffage, comme en besoin de froid et en besoin d'éclairage. C'est deux indicateurs différents, vraiment, Voilà, c'est séparés ça. et très bien. C'est séparé, c'est-à-dire que pour respecter l'ARE 2020, il faut que l'ensemble des indicateurs soient conformes. Il y en a un seul qui n'est pas conforme, on ne passe pas l'ARE 2020, tout simplement. Donc, je précise d'ailleurs que pour déposer un permis de construire, dans un premier temps, il faut respecter justement le BBio, donc avoir une enveloppe suffisamment bien dimensionnée, et le confort d'été, donc le DH, final, qui doit également être respecté. Donc, pour le dépôt de permis de construire, on traite l'enveloppe avec le confort d'été et les besoins bioclimatiques. Et puis, pour l'attestation de fin de travaux, on va traiter l'ensemble des autres indicateurs, donc les indicateurs notamment carbone, et puis les consommations d'énergie primaire. Bien, merci. Toujours pour revenir sur le confort d'été, on va parler un petit peu inertie. Donc, sur le graphique qui vous est présenté juste ici, vous avez trois zones climatiques qui sont appelées H1A, H2B et H3. Savoir que H1A, on est vraiment dans le nord de la France, et puis H3, on est dans le sud de la France. Donc, on a une représentation géographique progressive. Dans chacun des cas, vous avez des classes d'inertie. Donc, c'est les fameuses classes d'inertie prises en compte dans la RE 2020, de légère à très lourde. Donc, plus la classe d'inertie est lourde, eh bien, plus vous avez d'inertie, tout simplement. Donc, plus vous avez d'inertie, plus vous allez diminuer à la fois vos besoins de chauffage et à la fois vos besoins de rafraîchissement. Donc, c'est entre guillemets tout bénéf et pour le bébio et pour le confort d'été, puisque vous diminuez vos besoins de rafraîchissement. Et vous avez, donc ici, c'est l'exemple d'un bâtiment collectif. Donc, vous avez ici, en vert et en orange, donc le cas des bâtiments qui vont être dits traversants, des logements qui vont être dits traversants. Donc, ce sont les logements qui vont disposer au final de surfaces de menuiserie qui vont être sur des façades différentes.
et puis des logements non traversants qui, eux, ne disposent de menuiserie que sur une seule et même façade, pour simplifier hein, l'explication. Et donc, on se rend compte que au final, plus on augmente dans la classe d'inertie, donc plus on va apporter de la masse, plus on va réussir à abaisser le DH et donc améliorer le confort d'été. Donc, que ce soit au final dans le nord de la France ou que ce soit dans le sud de la France, à préciser quand même que dans le sud de la France, donc en zone H3, ici, la simulation est réalisée donc, avec des occultations perméables et un brasseur d'air par logement, de manière à pouvoir tout simplement et bien passer le DH. Donc justement, si on prend l'exemple de cette zone H3, eh bien, on se rend compte que par rapport au DH max, eh bien, l'apport, je dirais le bénéfice de l'inertie, eh bien, permet justement de gagner des points en termes de DH et donc de passer tout simplement ce seuil réglementaire. Voilà pour le confort d'été. Donc je vais laisser maintenant la main à Lionel pour les indicateurs carbone. Bien, donc petit focus sur l'indicateur carbone construction. On ne va pas évoquer l'indicateur carbone énergie, mais vous le verrez dans les simulations que vous présentera Nicolas, hein, qu'on l'a pris en compte. Voilà, mais c'est pour un peu concentrer finalement notre message. Donc, l'indicateur carbone construction euh, a pour but hein, de traduire l'impact des produits de construction, des équipements et du chantier du bâtiment. Hein, donc tout ce qui est initial, hein, pas ce qui est le côté exploitation du bâtiment. Euh, Chose importante, il a été défini des seuils, je dirais, pour cet indicateur carbone construction. Et comme vous le voyez sur le schéma, les seuils sont de plus en plus, je dirais, exigeants. Un seuil ayant été défini en 2022, mais ensuite un autre en 2025, puis 2028, puis 2031, avec une baisse finalement sur cette période de 30% de lycée construction. Ce qui veut dire que la réglementation a pris en compte finalement cet impact carbone, laisse, on a coutume de dire, laisse, je dirais, le marché s'habituer, s'approprier à cette nouvelle façon de concevoir les bâtiments pendant la période 2022-2025. C'est pour ça que beaucoup de gens disent oui, le niveau, le seuil maximum, je dirais 2022, n'est pas fondamentalement difficile à atteindre. Il est atteint par beaucoup de bâtiments qui étaient d'ores et déjà construits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, ça ne veut pas dire qu'ils passent tous. Hein. À la fois, effectivement, c'est une période d'habituation, mais ceci étant dit, il y a quand même des points de vigilance à avoir. Mais on sait qu'en 2025, on devra être, je dirais, 15% meilleur, puis en 2028, puis en 2031. C'est pour ça que quand on va vous présenter, j'irai nos exemples, on va vous montrer où on en est en 2022, et puis ensuite, on vous montrera les perspectives hein, que l'on est en train de développer pour pouvoir contribuer à passer les seuils 2025, 2028 et 2031. Alors, comment on calcule cet indicateur carbone construction? Eh bien, on le calcule sur la base, je dirais, d'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, ça revient à considérer l'ensemble des produits et des équipements du bâtiment et de s'interroger finalement sur leur impact carbone qui a été généré d'une part par l'extraction des matières premières qui vont être nécessaires à faire ces produits, par la fabrication de ces produits, par le transport de ces produits l'utilisation ensuite s'il y a de la maintenance à avoir, s'il y a du remplacement à prendre en compte, et puis la gestion de la fin de vie, hein, selon que le produit soit recyclé ou non recyclé, on va avoir un impact carbone qui va être différent. Alors cette analyse de cycle de vie, elle se base sur une norme européenne, hein, la NFEN 15804 plus A2. Donc, elle est parfaitement cernée. Elle concerne 26 indicateurs. Par contre, la réglementation RE 2020 ne fixe un seuil que pour l'indicateur carbone. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les autres indicateurs ne doivent pas être calculés. Hein. Mais ceci étant dit, les seuils s'appliquent uniquement à l'indicateur carbone. Alors, comment on va faire quand on va se retrouver à l'échelle du bâtiment?
À l'échelle du bâtiment, eh bien, le bâtiment, on va le modéliser d'une façon relativement simple en se disant, bah voilà, je vais prendre le métré, hein, je vais avoir les quantités de produits, je vais avoir, je dirais, une donnée environnementale produit par produit, et puis je vais prendre en compte aussi un taux de renouvellement, hein, si la durée de vie conventionnelle qui a été prise dans la réglementation, c'est 50 ans, si j'ai des produits qui doivent être renouvelés pendant cette période de 50 ans, bah, si je dois avoir un produit qui est changé tous les 10 ans, il va falloir que je compte 5 fois, hein, sur l'impact carbone pour pouvoir prendre en compte la durée de vie de 50 ans. Alors, ces données environnementales des produits, où peut-on les trouver? L'ensemble des données environnementales doivent être mises sur la base réglementaire INIES, hein, INIES.fr, qui est où là vous retrouverez l'ensemble des données des données environnementales. Euh, pour les produits en béton, des fiches collectives ont été établies. Des fiches collectives, c'est quoi? C'est des fiches qui ont pour but de calculer l'impact carbone du produit moyen que l'on peut trouver en France. Donc, comment fait-on pour établir ces données? Bien, si par exemple on veut faire la fiche de données environnementales et sanitaires de blocs en béton, de parpaings en béton, on va collecter les informations de fabrication dans l'ensemble des usines qui sont sur le territoire, et puis on va faire la moyenne pondérée, hein, je dirais, des impacts de chaque usine. L'avantage de ce genre de fiche, c'est que finalement, que vous connaissiez au départ de votre projet le fournisseur ou pas, vous avez une fiche de référence qui vous permet de faire le calcul de votre bâtiment. Ensuite, vous pourrez éventuellement, hein, si nécessaire, affiner cette donnée en sachant, ah, c'est tel industriel qui va me fournir, cet industriel a une solution peut-être particulière, donc vous allez pouvoir prendre une fiche qui correspond exactement à son produit, mais vous pouvez très bien continuer l'ensemble de votre projet en vous basant sur les fiches collectives qui sont publiées, hein. Alors ces fiches collectives, elles sont comme toutes les fiches individuelles également, elles sont vérifiées, hein. Donc ça veut dire que chaque industrie va produire ces fiches, mais il y a une vérification externe, hein, par des vérificateurs qui sont accrédités pour pouvoir voir tout simplement que la méthodologie est bien respectée. Alors, quand on a ces fiches sur la base INIES, le problème, c'est que les produits ont en général une gamme, hein. Si je prends par exemple l'exemple, je dirais, de dalles alvéolées pour les loges qui sont surtout utilisées en logement tertiaire, on va avoir des dalles qui vont pouvoir faire 18 cm, 20 cm, 22, 26 cm d'épaisseur. Et donc, on se trouve confronté avec la nécessité de dire, bah oui, mais j'ai une fiche qui est sur la base, qui est la fiche du produit le plus courant, hein, de 20 cm, mais moi, elle fait plus ou elle fait moins, comment faire? Et donc, c'est pour ça qu'on a développé en complément un configurateur de fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui s'appelle Environnement IB, qui permet de pouvoir ajuster, je dirais, les données environnementales à la géométrie des produits qui vont être utilisés sur le chantier. Alors, où trouver ce configurateur? Deux solutions. La solution qui marche toujours, c'est de taper environnement IB sur Google et puis vous allez le trouver très facilement. La solution encore plus simple, c'est que quand vous êtes sur la base INIES et que vous allez chercher les données environnementales, pour reprendre l'exemple d'une dalle alvéolée, sous, la mention de la fiche que vous pourriez télécharger, on va vous proposer un lien pour aller vers ce configurateur où vous pourrez calculer vos données environnementales. Alors, quelques ordres de grandeur qui sont issus, hein, de ces fiches de données environnementales et sanitaires qu'on a positionnées sur ce schéma pour différentes parties d'un bâtiment. Vous voyez que, par exemple, 1 m² de blocs en béton qui sont posés à joint mince pour représenter 10 kilos d'impact carbone au m² de mur. Autre exemple, vous voyez qu'une dalle alvéolée de 20 cm de portée de 10 mètres va avoir un impact carbone de
38,4 kg au mètre carré. Une dalle pleine, équivalente, hein, aurait un impact carbone de 46,7 kg. Et vous avez une petite ligne rouge tout en bas, juste pour ne pas oublier, il faut prendre en compte quand on est dans un bâtiment le taux de renouvellement, je dirais, des produits. Si vous prenez un mètre carré de moquette, ben un mètre carré de moquette, ça représente 20 kilos de carbone au mètre carré. Vous allez renouveler votre moquette tous les 10 ans. Ça veut dire que finalement, simplement pour la moquette dans votre logement, vous allez avoir un impact carbone de 100 kilos au mètre carré. Vous êtes au double, voire 2 fois et demi le plancher en béton qui est en dessous de la moquette. Donc, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous mettre ça en avant pour voilà, quand on calcule l'impact carbone d'un bâtiment, il faut avoir un minimum en tête, hein, ce genre d'ordre de grandeur. On focalise souvent, et c'est bien logique, parce qu'il y a beaucoup de quantité de matière, je dirais, sur le gros œuvre, sur le béton. Euh, Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des leviers qui sont bien sûr mobilisables sur les produits en béton, mais il y a aussi des leviers qui sont mobilisables sur le choix d'autres produits. Voilà. Donc maintenant, on va vous donner quelques exemples je dirais, de logements qui sont conformes à la RE 2020 et on va voilà, se focaliser sur deux types de maisons individuelles. Et pour rendre les choses un petit peu plus vivantes, on va vous faire une simulation avec un logiciel qui a été développé par le CERIP pour les industriels du béton pour pouvoir bien expliquer, je dirais, l'avantage de leur solution. Ce logiciel, c'est le logiciel BBClick 2020. Alors, On m'entend bien là? Oui, c'est est-ce bon, que à c'est bon. l'écran, vous voyez la D'accord. simulation de Nicolas? Est-ce que tout fonctionne bien? N'hésitez pas à nous envoyer un petit pouce voilà, pour nous confirmer que tout fonctionne bien. Super. Merci beaucoup. Alors, donc, ce que je vais vous présenter là, donc je vais vous présenter deux configurations de maisons qui n'ont, entre guillemets, rien de comparable, dans deux zones climatiques différentes. Donc ici, on va commencer dans le Finistère. Voilà. Donc, la maison retenue ici est donc une maison R+1, donc avec comble perdu. Le choix du système de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Donc, on est ici sur une Pacquero double service. Donc, le Finistère, je l'ai dit. Et puis, dans le cadre de cette simulation, eh bien, on va choisir une orientation de la maison qui n'est pas vraiment favorable pour le bébio, pour le DH d'ailleurs aussi. Donc, on va partir sur cette configuration-là. Donc, juste, j'ai oublié de préciser. Donc, sur ce logiciel donc destiné aux industriels de la profession, donc en fait, on leur a mis à disposition différents choix qui sont prédéfinis. Donc, on va les balayer ensemble, vous allez voir. Et donc, selon les différents leviers qu'ils vont mobiliser et puis représenter bien sûr donc, les produits préfabriqués en béton, eh bien, ils vont pouvoir donc lancer un calcul RE2020 avec le vrai moteur de calcul. Donc, ce logiciel dispose on a eu l'accord pour utiliser le vrai moteur de calcul RE2020. Eh bien, il y a la possibilité du coup d'avoir donc une simulation assez rapide à partir de choix prédéfinis. Donc ici, on a des choix de maison avec des plans qui sont prédéfinis. Et donc, ça permet de voir l'impact de différents leviers sur la RE2020 et puis de voir que les solutions béton préfabriquées permettent de passer la RE2020. Donc, voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Donc, au niveau de la structure des parois, donc, on va partir ici sur une maçonnerie traditionnelle, donc en bloc béton creux à granulat courant, donc B40. Au niveau de l'isolation, on est sur un doublage en laine de verre sur ossature, 14 cm d'isolation, un enduit clair au niveau de la couleur de la façade. Et puis au niveau des sous-bassements, de la même manière que pour la façade, on est parti donc, sur une maçonnerie traditionnelle en bloc béton B40. Donc, au niveau de cette structure, comme je l'ai passé très brièvement au niveau de la liste déroulante, on aurait pu aussi partir sur d'autres typologies de blocs béton.
Donc, des blocs traditionnels collés, par exemple, mais également des blocs isolants. Donc, ça peut être des blocs multi-alvéolaires avec un R égale 1, par exemple, ou des blocs béton à isolation intégrée avec un R égale 1, voire plus. Également du béton cellulaire, etc. Voilà pour la partie paroi. Une isolation du refend de soubassement sur les faces latérales. Au niveau des menuiseries, maintenant. Donc, on a mis à disposition ici pour les utilisateurs donc, 3 niveaux de performance. Je suis parti ici donc, sur niveau haute de performance qui correspond à un coefficient UW de 1,3 à peu près pour des menuiseries PVC. Au niveau des protections mobiles, on est sur des volets roulants à commande manuelle motorisée. Et puis un coefficient déperditif des coffres de volets roulants fixé ici à 0,5. Au niveau des planchers bas maintenant. Donc, on a retenu sur un plancher bas qui donne sur un vide sanitaire, donc un plancher poutré lourdi polystyrène avec un coefficient de déperdition UP fixé à 0,27. On a ajouté donc, à ce complexe de plancher une isolation complémentaire sous chape avec un R fixé à 4 mètres carrés Kelvin par watt. Au niveau du revêtement de sol, on est parti ici sur du parquet flottant et je précise que bien sûr les pièces humides, elles sont figées avec un revêtement de sol en carrelage. Voilà pour le revêtement de sol. Et puis pour les dispositifs de réduction de pont thermique, ici on est resté sur une planelle traditionnelle puisqu'on a une isolation sous chape qui permet de, de réduire au final le pont thermique de jonction plancher-façade. Au niveau du plancher intermédiaire maintenant, puisqu'on est sur une maison R+1, donc pareil, à disposition différents types de planchers poutrelle entre vous. Donc on aurait pu partir sur un plancher poutrelle entre vous béton, plancher poutrelle entre vous polystyrène coffrant, ou alors des planchers entre vous de coffrage à voûte mince, donc que ce soit bois ou plastique. Donc ici, on va partir sur un plancher poutrelle entre vous bois. Au niveau de l'épaisseur du plancher, on va se mettre ici donc à 17 cm. Le revêtement de sol à l'étage est choisi également donc, en parquet pour l'exemple. Et le dispositif de réduction de plancher façade ici donc, est un rupteur de pont thermique et une planelle traditionnelle donc en nez de plancher. Bien sûr, le faux plafond est isolé en périphérie de manière à réduire le pont thermique de jonction plancher-façade à nouveau. Au niveau des combles, dans cet exemple, 40 cm de laine de verre, donc de la laine de verre déroulée. Voilà pour l'exemple, je passe brièvement. Et dernier paramètre, donc au niveau de la perméabilité à l'air, pour rappel, en maison individuelle, le seuil réglementaire est figé à 0,6 m3 par heure par mètre carré sous 4 pascal. Donc ici, on a demandé un seuil un petit peu plus exigeant, et de 0,5 m3 par heure par mètre carré sous 4 pascal, seuil qui est tout à fait atteignable hein, sans trop de difficultés. Et au niveau du cloisonnement intérieur, alors ça c'est juste pour indication, mais c'est bien sûr pris en compte au niveau du calcul du lycée construction, mais c'est également pris en compte au niveau du calcul du BBio et du confort d'été, donc pour le seuil DH, puisque selon la méthode de calcul de l'inertie prise en compte en RE 2020, eh bien, on peut faire valoir le bénéfice que peut apporter, par exemple, un cloisonnement intérieur fait avec des matériaux plus lourds, donc en bloc béton par exemple. Et donc, l'idée n'est pas forcément de dire cloisonner en bloc béton, mais simplement, ce paramètre permet ici de montrer l'impact que peut avoir l'inertie sur le calcul réglementaire lorsqu'on a recours, par exemple, à un cloisonnement lourd. Bon, ici, dans l'exemple, je suis resté sur un cloisonnement traditionnel, cloison alvéolaire en carton, type plaque au pan. Et donc, une fois que tout ça a été retenu, eh bien, on peut lancer un calcul RE 2020. On va prendre un léger petit temps. Donc, on va retrouver l'ensemble des indicateurs avec le seuil réglementaire à ne pas dépasser à chaque fois, et puis le résultat obtenu du projet. À savoir que donc tout à l'heure, juste après cette simulation-là, je vais vous faire plus brièvement une autre simulation en zone H3, donc sur la côte méditerranéenne, où on aura bien entendu des seuils réglementaires
complètement différents, puisque les seuils réglementaires dépendent de la zone climatique dans laquelle vous allez vous trouver. Il n'a pas été fixé les mêmes objectifs selon où on va se situer en France. Puis vous aurez bien sûr des résultats différents selon les scénarios météorologiques qui seront pris en compte. Donc, on est conforme au niveau de la RE 2020 sur l'ensemble des indicateurs, à savoir que pour cette zone climatique, quand on regarde un petit peu chacun des indicateurs, eh bien, on se rend compte, donc, pour rappel, on est en Bretagne, hein, donc au niveau du confort d'été, on n'a pas trop de soucis particuliers. Et on voit très bien ici que c'est vraiment le BBio qui va être dimensionnant pour cette zone climatique, puisque c'est le poste où on se retrouve au plus proche du seuil réglementaire. Bon, ici, la simulation est volontairement figée au plus proche du seuil réglementaire. On aurait pu choisir d'autres choix, d'autres leviers ou d'autres solutions techniques. Alors, je vais faire un petit focus sur l'EIC Construction. Ça va, donc on est à 495, pardon, sur le seuil, je ne l'ai pas retenu. Et, Ah oui, sur un seuil à 606 kg équivalent CO2 par mètre carré de chab. Donc vous avez ici de représenter chacun des lots pris en compte dans le calcul du lycée construction. Dans cette représentation, on a scindé en trois l'ensemble de ces lots, à savoir des lots 1 à 3 qui tiennent compte donc du VRD, de l'infrastructure, les fondations pour le lot 2 et la superstructure en 3. Donc, on a considéré que ça faisait partie du gros œuvre. Bien sûr, dans l'ensemble de ces trois lots, on n'a pas que des produits béton, hein, mais voilà, on a décidé de le regrouper dans cette catégorie-là. Vous avez ensuite, donc, jusqu'au lot 7, donc des lots 4 à 7, vous avez donc ce qu'on a considéré comme étant second œuvre. Et puis le restant, donc les lots CVC, plomberie et puis électricité, et bien ce qu'on a appelé équipement et réseau. Donc on se rend compte au final, dans le cadre de cette maison individuelle, eh bien, que l'empreinte du gros œuvre est inférieure à 25% de l'empreinte carbone de l'ensemble de la maison, que les systèmes, eux, représentent plus de 50% dans le cadre de cet exemple de l'empreinte carbone de la maison. Alors, juste, Nicolas, donc ça, c'est un outil qui est à destination des professionnels. Est-ce que un agent territorial, par exemple, voilà, qui a fait un appel d'offres, qui sélectionne un prestataire, peut avoir accès Non, c'est vraiment un outil qui est juste destiné aux aux industriels. professionnels? Ouais, Nous, on l'utilise pour faire des simulations plus rapides que si on avait recours à un vrai logiciel d'accord, de très bien. calcul revers. Pourquoi plus rapide? Parce qu'il y a justement des choix prédéfinis qui permettent de faire une saisie rapidement. Oui, Mais tout de même, on a le vrai moteur de calcul R20 qui détermine les résultats. Donc on a quelque chose qui est non seulement représentatif du marché de par les choix qu'on a mis à disposition dans ce d'accord. logiciel, et en plus représentatif de ce que pourrait modéliser un bureau d'études, puisqu'on est sur le même moteur de calcul. Mais là, par exemple, on a l'exemple d'une maison, mais ça pourrait, par exemple, être une construction d'école ou une mairie, ou ça Alors, peut... oui, alors je mets des guillemets là-dessus. Nous, le logiciel, donc, il est fait pour l'instant qu'en maison individuelle. Ouais, Au niveau de la RE 2020 dans son ensemble, pour l'instant, ce qui est éligible, ou en tout cas soumis à la RE 2020, c'est les bâtiments d'habitation, d'accord, donc maisons individuelles, logements collectifs, les bureaux et les locaux d'enseignement. d'accord. Il va venir d'autres usages qui, eux, seront soumis à la RE 2020. Pour l'instant, c'est en discussion pour fixer les seuils réglementaires à ne pas dépasser, etc. Mais ça devrait arriver prochainement pour les autres usages. Voilà. voilà. Notre outil n'est pas un outil de dimensionnement, hein, c'est un Alors, logiciel, c'est un didacticiel hein, qui monte sur quatre types de maisons individuelles. Finalement, quels leviers peuvent être mobilisés, quelles solutions constructives peuvent être mobilisées. L'année prochaine, on a l'ambition de rajouter un exemple avec un logement collectif hein, pour pouvoir, j'irai illustrer encore ce propos. Euh, vous parliez de, voilà, de personnes qui travailleraient dans les collectivités locales qui pourraient être intéressées.
Là, on ne peut que les inviter finalement à se rapprocher des industriels qui fabriquent des blocs en béton, qui eux auront ce logiciel, et qui pourront effectivement, alors sur la base de ces simulations, de ces exemples types, leur montrer l'intérêt de pouvoir utiliser tel type de produit ou tel autre et finalement l'impact sur la RE 2020. Hein. Mais clairement, ils ne le feront pas sur leur projet, ils le feront sur des maisons individuelles types qui permettent d'illustrer finalement tous les leviers qu'on peut mobiliser pour passer la RE 2020. Alors, je suis passé à la modélisation suivante, donc je vais passer plus brièvement, hein, sans regarder le détail dans les listes déroulantes. Mais simplement, donc je suis parti sur une autre maison, donc une maison cette fois-ci de plein pied, en zone H3, donc ici c'est les Alpes-Maritimes, avec un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc c'est une pompe à chaleur RR gainable avec pour la production d'eau chaude sanitaire un ballon thermodynamique. Euh, je, je, je parle du confort d'été un peu en avance, mais donc ici pour anticiper le respect donc du DH. On a donc prévu l'intégration de 3 brasseurs d'air pour diminuer l'inconfort estival. Au niveau de l'orientation, donc on a la partie séjour qui est orientée ici plein sud. Au niveau des parois, là, je suis resté sur exactement les mêmes hypothèses qu'on a pu voir sur la maison en Bretagne. Donc des blocs traditionnels B40 à granulat courant en façade et en soubassement, et 14 cm de laine de verre en doublage. Au niveau des menuiseries, pareil, je suis resté sur les mêmes hypothèses, donc volet roulant manuel motorisé, et puis une performance haute de menuiserie. Au niveau du plancher bas, cette fois-ci, j'ai changé, simplement pour montrer qu'on peut aussi se dispenser d'une isolation complémentaire sous chape pour diminuer le pont thermique. Donc, dans cet exemple, j'ai prévu un plancher poutrelle entre vous polystyrène plus performant, donc une valeur UP ici fixée à 0,15. Hein, à savoir que plus le UP est faible, moins on a de déperdition au mètre carré, donc meilleurs seront les résultats. Donc, pas d'isolation complémentaire, chape, revêtement de sol toujours parquet. Et par contre, pour le, la diminution des ponts thermiques de jonction plancher-façade, eh bien ici, je suis parti sur un rupteur de pont thermique avec en nez de plancher, donc une planelle traditionnelle. Au niveau des combles, toujours 40 cm de laine de verre en couche croisée. Au niveau de la perméabilité à l'air, eh bien ici, on a figé donc une perméabilité à l'air un petit peu meilleure, donc cette fois-ci à 0,4 m3 par heure par mètre carré et toujours un cloisonnement intérieur léger, donc ici, cloison alvéolaire. Donc, on relance le calcul. Donc, ce qu'on va voir sur cette zone climatique, c'est qu'au final, ce qui va être dimensionnant pour ce bâtiment, donc pour cette maison individuelle, ça va plus tellement être le BBO, ce sera le DH, le confort d'été, forcément, et puis le CEPNR qui, lui, a un seuil relativement bas. Et du coup, c'est vraiment ces deux paramètres qui vont être dimensionnants au final pour cette maison dans cette zone climatique. Je vous montrerai également la répartition des déperditions du bâtiment à titre explicatif. Alors, on va aller voir directement donc, ces déperditions. Donc ici, vous avez la répartition de l'ensemble des postes déperditifs de la maison, excepté la ventilation et la perméabilité à l'air. Donc on parle ici, je ne sais pas si ça vous parle, mais uniquement des déperditions qui vont être prises en compte dans le calcul du UBAT que vous pouvez retrouver dans des précédentes réglementations. Donc on se rend compte qu'un tiers des déperditions sont apportées par les menuiseries. On a quasiment la moitié des déperditions en bleu liées aux parois, donc 18% par les murs extérieurs, le mur qui donne sur le garage 4%, le plancher bas 17%, etc., etc. Et puis au niveau des ponts thermiques, eh bien, on a 16 à 17% des déperditions liées à ces ponts thermiques. Donc voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu cette répartition-là.
Et au niveau ici du IC construction, la répartition par lot. Donc pour cette configuration de maison, eh bien, on a sensiblement la même chose que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a grosso modo 25% l'empreinte carbone, donc l'impact sur le réchauffement climatique qui est lié à la partie gros œuvre, hein, donc l'eau 1, 2, 3. 25% aussi lié au second œuvre, et puis presque 50% lié au système de production de chauffage d'eau chaude sanitaire, l'eau, l'électricité et la plomberie. Voilà pour la partie bébé clic. Donc je vais laisser la main à Lionel pour la suite. Tac. Et donc, Aussi, en tout cas, qui est assez impressionnant, je trouve, au niveau de la précision du calcul. C'est. l'idée était vraiment de pouvoir avoir une simulation représentative de ce que peuvent faire les bureaux d'études thermiques lorsqu'ils font un calcul RE2020 et d'avoir aussi quelque chose de facile d'utilisation et de rapide aussi pour pouvoir faire des simulations Hmm. voilà, de cas type. Alors, comme vous l'avez vu sur les deux exemples que vous a présentés Nicolas, finalement, l'impact carbone du gros œuvre est relativement maîtrisé, hein, dans une maison individuelle. Il est de l'ordre de 25%. 25%, je dirais, pour le lot fondation infrastructure et puis le lot superstructure et maçonnerie. Euh, Si on rentre un petit peu plus dans le détail et si on regarde la contribution propre des produits préfabriqués en béton, on est plutôt un impact, une contribution à l'impact carbone de 10 à 15%. Parce que dans le gros œuvre, comme dans les superstructures, on va avoir une partie de béton préfabriqué, puis une partie de béton coulé en place. Et on peut dire, je dirais qu'en maison individuelle, grosso modo, la part des produits préfabriqués va représenter la moitié, hein, finalement, des lots 2 et 3. Donc, vont contribuer, hein, les produits préfabriqués vont contribuer seulement à hauteur de 10 à 15%, je dirais, de l'impact carbone de la construction d'une maison individuelle. Je vais vous présenter aussi un autre exemple qui est un logement collectif, là, qui est un logement collectif de R+6, hein, donc beaucoup plus important. Et là, vous voyez, alors l'impact des lots 1, 2, 3 monte à 33%. Par contre, je dirais la part des produits préfabriqués va rester relativement constante, tout simplement parce qu'on a relativement moins de produits préfabriqués dans un logement collectif courant, hein. On peut avoir des logements collectifs complètement préfabriqués, hein, mais on a une partie, je dirais, généralement, typiquement plus faible. Et donc, en logement collectif, on peut garder finalement cet ordre de grandeur de dire que les produits préfabriqués en béton vont représenter 10 à 15% de l'impact du bâtiment. Alors, rappelez-vous les seuils que je vous présentais tout à l'heure. Je vous disais, bah voilà, lycée construction, je dirais entre les seuils 2022 et 2031, il va falloir gagner 30%. Alors, vous avez une solution, vous supprimez le gros œuvre et le second œuvre, hein. Vous supprimez plutôt les structures et les infrastructures. Ça va poser un problème. Donc, vous voyez bien que le discours commun qui finalement concentre finalement le travail, je dirais, de la réduction carbone des bâtiments uniquement sur la réduction des infrastructures et les superstructures ne tient pas la route, hein, et que tous les lots, hein, vont devoir contribuer si on veut pouvoir atteindre les seuils successifs 2025, 2028, 2031. On ne pourra pas faire porter l'effort uniquement, hein, j'irai, sur les lots 2, fondation infrastructure, et les lots 3, superstructure et maçonnerie. Tout le monde va devoir contribuer, que ce soit le gros œuvre, que ce soit le second œuvre, ou que ce soit les équipements. Alors, c'est pas parce que tout le monde doit contribuer qu'il ne faut pas que nous, on vous montre ce que l'on a commencé à faire, je dirais, dans le monde du béton pour réduire l'empreinte carbone. Donc, et, technique. Voilà. Donc,
Premier levier important à avoir en tête, l'impact carbone finalement d'un produit en béton est très très directement lié à sa masse. Et je vous l'illustre là par ces deux tableaux. Raisonnons d'abord dans le premier tableau, quand on va être en paroi verticale. Je vous ai donné voilà, quelques éléments qui sortent des fiches de déclaration environnementale et sanitaire que je vous présentais tout à l'heure, hein, et que vous pouvez trouver sur la base Ignès. 1 mètre carré réalisé en bloc béton maçonné, donc à joint épais, va représenter 13,1 kg de CO2 au mètre carré. Ce même mètre carré réalisé avec des blocs en béton, non pas maçonnés avec des joints épais, mais collés, hein, donc avec des joints qui vont faire uniquement 3 mm, ne vont représenter plus que 10,3 kg au mètre carré. Alors c'est important à avoir en tête parce que là, vous voyez que j'ai simplement réduit l'influence du mortier. C'est aussi important à avoir en tête parce que vous voyez que on va réduire, je dirais, l'impact carbone des solutions constructives, non seulement en jouant sur les produits proprement dits, mais aussi en jouant sur leur mode de pose. Euh, Finalement, les 30% qui me sont demandés pour passer de 2022 à 2031, j'irai sur le lot maçonnerie, je pourrais les gagner tout simplement en utilisant des blocs collés plutôt que des blocs maçonnés. Je gagne mes 30% d'emblée. Voilà, hein, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres efforts à faire par ailleurs. Euh, Si on compare ces solutions maçonnées, qui sont donc des solutions où il y a relativement peu de matière par rapport à des murs pleins en béton, bah, comparons-les à un voile extérieur en béton de 18 cm, hein, je dirais, qui serait l'équivalent, je dirais, à notre voile de vin maçonné. Vous voyez que vous êtes à 54 kg au mètre carré, hein. Et si vous utilisiez un mur à coffrage intégré de 20 cm, rempli de ciment CM3, qui est plutôt un béton décarboné, vous seriez là aussi à un impact carbone de 57 kg au mètre carré. Donc vous voyez que les solutions maçonnées, simplement parce que elles mobilisent moins de matériaux et qu'en plus elles sont moins dosées en ciment, permettent d'avoir un impact carbone 4 fois plus faible que des solutions, je dirais, pleines, hein, en béton massif. On a le même exemple dans le deuxième tableau, alors avec un ordre de grandeur moindre. Si vous comparez un plancher bas, poutrelle entre vous en béton, hein, avec un isolant, échappe, vous avez un impact carbone de 66,4 kg au mètre carré. Et si vous le comparez à la solution équivalente en dalle pleine portée béton de 20 cm, comprenant également l'isolation, vous voyez que vous êtes à 2 tiers, hein, à 2 tiers de la solution, je dirais, pleine, qui est à 92,5. Donc, premier levier important pour réduire l'impact carbone, je dirais, des solutions constructives, jouer sur la masse et les produits préfabriqués s'y prêtent particulièrement, puisque je dirais, on va pouvoir optimiser leur géométrie étant fabriqués en usine. On va avoir un process de fabrication complètement maîtrisé. Deuxième levier à mobiliser, la composition proprement dite, hein, des bétons utilisés dans les produits. Et pour voir finalement l'impact, je vous ai mis ici finalement la répartition les différents contributeurs aux 10,34 kg au mètre carré que représente un mètre carré de bloc posé à joint mince. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez sur ces 10,34 kg, vous en avez 7,96 qui viennent uniquement du ciment utilisé dans les blocs en béton. Alors soyons complètement fair-play avec les cimentiers. D'abord, premier élément de fair-play, si on n'avait pas de ciment, on ne pourrait pas faire du béton, donc on ne va pas leur jeter la pierre. Deuxième élément, plus technique, hein, les ciments, certes, contribuent à 7,96 kg de carbone au mètre carré, mais puisque on a du ciment dans le béton, on a aussi une carbonatation pendant la durée de vie du bâtiment, l'absorption carbone pendant cette durée de vie à hauteur de 2,61 kg au mètre carré.
Néanmoins, vous voyez que l'ordre de grandeur, même si j'enlève la carbonatation, c'est que le ciment va représenter de l'ordre de 50% de l'impact carbone de mon mètre carré de bloc monté à champ mince. Si on fait le même raisonnement, je dirais, sur une dalle alvéolée, vous voyez que sur une dalle alvéolée, vous allez avoir 28 kilos, moins 2, allez, 25 kilos. Vous allez avoir de l'ordre, là aussi, hein, de 50% de l'impact carbone de la dalle alvéolée qui est dû au ciment. Donc, j'ai travaillé dans un premier temps la masse de mes produits, hein. Mes blocs avaient des alvéoles, je pouvais optimiser les masses. Les dalles alvéolées, par définition, ont des alvéoles, hein, donc j'ai optimisé les masses. Et donc, deuxième levier important, se poser la question de quel ciment utiliser finalement dans nos produits. Pour fixer quelques ordres de grandeur, le ciment moyen produit en France, il représente 624 kg de CO2 à la tonne. Dans ces 624 kilos, on en a un tiers qui est dû à la calcination, je dirais du calcaire, donc à l'énergie qu'il faut dépenser, hein, pour pouvoir chauffer le calcaire, l'amener à environ 1400 degrés et pour pouvoir fabriquer le clinker. Donc là, premier levier d'optimisation sur ce sujet-là qui a été mis en œuvre, ou qui commence à être mis en œuvre par les cimentiers, bah, des gros investissements pour l'efficacité énergétique de leur cimenterie. Voilà. Deuxième point qui là est plus, je dirais, la résultante de la fabrication et de la chimie du clinker. Lorsque l'on procède à la calcination du calcaire pour faire, je dirais, du clinker, on a décarbonation et on va produire, je dirais, 400 kilos de CO2 à la tonne de ciment simplement par la décarbonation du calcaire pour produire le clinker. Donc, finalement, le levier principal, une fois que j'ai réglé le problème, je dirais, de l'efficacité énergétique de la cimenterie, c'est de réduire finalement le taux de clinker dans les ciments pour pouvoir réduire finalement l'impact de la décarbonation due à la fabrication. Alors là, je vous présente, je dirais, l'impact carbone, je dirais, toujours ramené en kilos à la tonne de différents ciments qui existent sur le marché. Je dirais une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les produits préfabriqués en béton, le ciment qu'ils ont privilégié pendant des années, c'était le ciment CEM1. Et le ciment CEM1, c'est la plus grande barre rouge que vous avez sur le schéma. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on va forcément être meilleur dans les années à venir en changeant nos ciments. Une bonne nouvelle, je dirais, assez immédiate, c'est que de toute façon, je dirais, l'offre de ces mains se réduit très rapidement et il y a un clair mouvement, je dirais de la préfabrication dans son ensemble pour aller vers des ciments, notamment vers les ciments CM2AL, qui sont les plus proches, hein. Et puis, du long terme, enfin à moyen terme et à long terme, bah, développer des produits avec d'autres ciments qui seront encore plus décarbonés, hein, encore plus décarbonés parce qu'on aura substitué au clinker, je dirais, soit des produits faiblement transformés comme les pouzzolanes, soit des coproduits de résidus industriels comme les laitiers ou les cendres volantes. Et ainsi, euh, on, pour, on recourra finalement à des ciments qui ont un impact carbone plus faible. Alors, ça paraît tout simple là, il suffit de passer d'une barre rouge à une barre bleue, c'est un petit peu plus compliqué dans le monde industriel parce que les choses auxquelles il va falloir veiller, c'est de pouvoir toujours, je dirais, produire nos produits dans les mêmes conditions. Et il se trouve que, je dirais, les ciments bas carbone sont des ciments qui sont plutôt moins réactifs que les ciments que l'on utilise généralement. Et un point de focalisation très important dans l'industrie du béton, c'est de pouvoir obtenir la résistance à jeunage suffisante pour pouvoir démouler le plus tôt possible nos produits. Voilà. Alors, d'autres pistes
je dirais, utilise pour utiliser mieux, je dirais, ou pour choisir mieux les produits. Hein. Bon, optimiser la géométrie, on en a parlé. Hein, ça va aller directement sur la masse. La préfabrication offre aussi, je dirais, le gros avantage, je dirais, de maîtriser complètement le positionnement des armatures, beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire sur chantier. Et donc, de réduire les enrobages des armatures et donc de réduire, je dirais, la quantité de béton à mettre en œuvre. Et puis, il ne faut pas négliger un certain nombre de produits qui utilisent, je dirais, la précontrainte par prétention, qui permet là aussi de diminuer, je dirais, l'impact des produits. Les armatures dans un produit préfabriqué armé représentent à peu près 20%, donc il ne faut pas négliger non plus hein, de pouvoir optimiser l'impact carbone, je dirais, des armatures. Alors, quand je vous disais que c'était des pistes à moyen terme, mais on a un certain nombre d'industriels qui ont d'ores et déjà hein, développé un certain nombre de solutions. Là, je vous en ai mis simplement quelques exemples que vous pouvez trouver hein, sur la base Ignies. Donc, ça veut dire que ces produits, ils existent déjà, ils ont déjà des fiches, elles ont été vérifiées par des vérificateurs extérieurs. Hein, les produits que je vous représente ici conduisent à des réductions, je dirais, de l'impact carbone de 10 à 60% par rapport aux produits moyens couramment fabriqués, je dirais, comparables. Donc, vous avez sur la base Ignies, vous allez trouver un certain nombre de fabricants qui ont développé des escaliers avec des bétons bas carbone et qui ainsi peuvent diminuer l'impact carbone de leurs produits. Hein, vous allez trouver également des murs à coffrage intégrés où là, plusieurs pistes ont été développées suivant les fabricants. Hein. Vous avez des gens qui ont travaillé, je dirais, sur justement changer de ciment pour utiliser des ciments plus décarbonés. Vous avez aussi des gens qui ont travaillé sur la combinaison de nouveaux ciments et de réduction de la masse. Et là, vous le voyez dans l'image des murs à coffrage intégrés, vous avez des sortes vous avez des écarteurs entre les deux parois. Et finalement, la question à se poser, c'est ai-je besoin dans un mur à coffrage intégré de le remplir intégralement de béton? Et si je ne le remplis pas intégralement, finalement, si j'introduisais finalement des caches pour éviter d'avoir trop de béton à l'intérieur de mes parois, je pourrais optimiser de la matière. Euh, Autres développements qui ont été faits, c'est sur les murs à coffrage intégré isolant. Hein, donc, c'est des murs double paroi, mais qui comprennent également un isolant intégré en usine. Hein, et là, un des leviers, je dirais, de décarbonation, au-delà de travailler, je dirais, la formulation ciment, c'est de choisir le bon isolant. Hein, et par exemple, utiliser des isolants biosourcés plutôt que des isolants polyuréthane ou polystyrène qui pouvaient être utilisés jusqu'à présent. Et puis, le développement de solutions mixtes. Hein. Alors, le mur à coffrage intégré était déjà une solution mixte hein, depuis longtemps, mais des solutions de plancher bois-béton, où là, on a un petit peu, je dirais, on combine deux avantages de ces solutions. Un premier avantage qui est que j'irai sur des solutions assimilables à des comportements prédales. On va réduire finalement la quantité de béton dans la dalle de compression supérieure. Et pour la réduire, finalement, on va introduire, des composants en bois. Et donc, on va avoir, je dirais, double effet bénéfice. Premièrement, je vais économiser, je dirais, du béton dans ma dalle de compression. Et deuxièmement, je vais introduire des éléments biosourcés qui vont pouvoir, je dirais, avoir un poids carbone négatif étant biosourcé. Alors, un point qui est important à avoir en tête quand on travaille hein, sur la réglementation environnementale RE 2020, c'est que oui, bien sûr, elle nous impose de respecter des performances thermiques et énergétiques. Elle nous impose de réfléchir à l'impact carbone.
Et il ne faut pas oublier, je dirais, les fonctions fondamentales, je dirais, des bâtiments qu'on a toujours construits, hein, qui sont, je dirais, la résistance structurelle de ces bâtiments, la performance acoustique, hein, qui doit être maintenue, la durabilité des logements, la réaction au feu et la résistance mécanique au feu, la prise en compte des solutions sismiques. Si j'insiste sur ces points-là, c'est que quand la RE 2020 a commencé à être conçue, hein, dans le cadre d'expérimentation plus c'est moins. Beaucoup de simulations ont été faites, hein, pour montrer ah ben, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça pour diminuer l'impact carbone. Et tout à fait au début, hein, ça y est, on a passé cette étape, hein, mais tout à fait au début, les gens se sont focalisés sur la performance thermique et sur l'impact carbone et finalement inventer des solutions qui, certes, permettaient de répondre à ces exigences-là, mais avaient complètement oublié qu'il y avait des performances acoustiques à respecter, qu'il y avait des performances sismiques à respecter, et qu'il fallait aussi maintenir, je dirais, la durabilité des solutions. Voilà, donc si j'insiste sur ce point-là, c'est que voilà, bon, les gens qui ont contribué, je dirais, à cette belle expérience de plus c'est moins qui est arrivée à la réglementation environnementale et 2020, euh, ont fait des erreurs au départ et se sont rattrapés. Maintenant, on déploie finalement la RE 2020 à l'échelle, bah, je dirais, de l'ensemble des concepteurs. Il ne faudrait pas que ces concepteurs qui n'étaient pas dès le départ dans cette démarche fassent les mêmes erreurs que les simulateurs, je dirais, dans le cadre de plus c'est moins. Et donc, bien garder en tête que l'ARE 2020, c'est un plus par rapport à toutes les performances des bâtiments jusque-là réalisés, hein, et qu'on ne peut pas uniquement regarder ça avec le prisme carbone, sinon on oublie beaucoup de choses dans la conception de nos bâtiments. Voilà. Donc, je dirais en conclusion, hein, voilà, je pense que les simulations que vous a montrées Nicolas, les explications complémentaires que je vous ai présentées pour vous montrer l'importance de travailler sur la masse des produits, l'importance de travailler sur la formulation des produits, euh, montrent que on a d'ores et déjà des solutions, hein, qui permettent de répondre à la RE 2020, des solutions qui finalement, quand vous regardez les exemples que vous a présentés Nicolas, ne révolutionnent pas, hein, les modes constructifs. Hein, passer la RE 2020 avec ses seuils de 2022 et 2025, c'est utiliser les modes constructifs actuels en réfléchissant bien, à chaque élément, en regardant l'influence de chaque performance. Hein, c'est ce que permet de simuler, je dirais, notre outil BBClick. Mais il n'y a pas de grande révolution, il n'y a pas de mais avec quoi vais-je construire les bâtiments pour passer 2025. Voilà. On voit que ces produits préfabriqués, bah, contribuent à la performance thermique de l'enveloppe. Hein. Nicolas vous l'a montré sur les exemples, hein, en vous montrant qu'on pouvait passer le Bébio. Et vous voyez les exemples qu'il a pris. Il est parti sur des blocs en béton standard, pas isolant. Donc on pouvait, voilà, on est parti vraiment sur la solution la plus traditionnelle qui soit. Hein. Alors n'hésitez pas à développer aussi des solutions isolantes, hein, qui permettent de passer ces performances. Hein. Vous a montré aussi l'importance de l'inertie, hein, et vous voyez que bah, le degré heure, on arrivait à le passer, y compris en zone H3, et pas avec grands efforts à mobiliser. Hein. Et puis je pense qu'il faut retenir que bah, je dirais, les produits préfabriqués en béton, oui, certes, contribuent à l'impact carbone des bâtiments, mais qui représentent une part, comme toute minoritaire, hein, 10 à 15%. On travaille à la diminuer, hein, chacun doit travailler à la diminuer, mais on n'y arrivera pas tout seul, il faudra que tous les autres lots contribuent également. Alors, si vous voulez, je dirais qu'il y a une synthèse, hein, je dirais, de ce qu'on vient de dire. On a publié, je dirais, avec la Fédération de l'industrie du béton, euh, un guide de l'ARE 2020 qui reprend globalement les explications qu'on vous a données aujourd'hui, hein, qui vous donne quelques exemples supplémentaires, hein, de maisons individuelles ou de logements collectifs, qui vous présentent par exemple comment, grâce à l'utilisation de produits préfabriqués en béton, bah, un logement collectif, à l'heure actuelle, je dirais, fabriqué de façon très traditionnelle, en béton coulé en place,
en lui substituant un certain nombre de produits préfabriqués, permet de passer les seuils 2025 et même 2028. Voilà, donc si vous voulez vous procurer ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site du CERIB, donc www.cerib.com. Merci beaucoup, merci Lionel, merci beaucoup Nicolas également. Euh, pour nos participants, est-ce que vous avez des questions, des interventions, des interrogations ou des retours d'expérience également, hein. Ça peut aussi être des retours d'expérience, hein, sur cette RE 2020, sur les préfabriqués en béton. Si vous, voilà, si vous, c'est des projets qui sont sur le feu en ce moment dans vos collectivités, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat ou à demander la parole en levant la main. Visiblement, c'était très clair. Personne n'a de questions. C'est vrai que c'était un sujet aussi qui est assez, c'est un sujet qui est assez technique, hein. Donc c'est vrai que dans les collectivités, bien sûr que voilà, c'est une thématique qui est essentielle. Euh, comment les agents, bon, c'est une question un peu que je me posais aussi ça, comment les agents peuvent être aidés à faire un choix, par exemple dans les matériaux qu'ils vont choisir, est-ce que c'est en faisant appel à un maître d'œuvre, est-ce que c'est en se référant peut-être justement à ce guide de la RE 2020? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos agents? Alors, si on a développé ce guide et puis si on a développé, je dirais, l'outil BBClick, c'est justement parce qu'effectivement, on a constaté que les gens étaient un petit peu perdus en se disant, bah voilà, la RE 2020, on nous impose beaucoup de choses. On a entendu aussi beaucoup de choses vraies et fausses, comme souvent, hein, ah bah la RE 2020, c'est fini, on pourra plus construire en béton. Ah bah les RE 2020, il va falloir absolument construire en bois. Oui, bien sûr, toutes ces solutions bois existent, mais les solutions béton, comme on vous l'a montré, marchent toujours. Il y a eu une grande inquiétude, hein, de la part des professionnels, hein, je dirais, on en est, voilà, on a rencontré à un moment donné, et je dirais, des entreprises de maçonnerie qui disaient, mais que vais-je devenir? Bon, heureusement, je dirais aussi bien leur syndicat que les explications qu'on a pu donner. On dit, attendez, soyez sereins, vous en faites pas, il y a des solutions. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je dirais pour passer les seuils 2022 ou 2025, c'est des solutions, je dirais, somme toute assez traditionnelles, où il y a évidemment de l'attention à porter sur la conception générale, hein, voilà. Et je dirais, dans notre guide, là, on a volontairement présenté, bah, je dirais, trois types de maisons individuelles avec trois solutions constructives différentes, hein, certaines avec des blocs isolants, certaines avec des blocs traditionnels, certains, voilà, une troisième avec du béton cellulaire, pour montrer que finalement, on pouvait répondre à différentes exigences avec ces différents produits. C'était un choix à avoir. Alors, bien sûr qu'après, il faut compenser. Les solutions qu'on a mentionnées dans ce guide sont vraiment complètes. Donc, on voit clairement, bah, finalement, j'ai pris une option sur les parois. Je suis en partie rattrapé sur l'isolation ou sur les planchers. Vous verrez que de façon qui pourrait paraître paradoxale, l'exemple qu'on a pris dans ce guide pour faire une maison en zone H3, donc en zone méditerranéenne, où on se dit, ah, il va y avoir un réel problème thermique. On l'a volontairement illustré en prenant au contraire des blocs les plus traditionnels qui soient, pour montrer que même dans des conditions difficiles, on peut avoir des solutions traditionnelles qui peuvent être mises en œuvre. Voilà. Donc, pense que j'espère en tout cas que ce guide montre que un certain nombre de solutions, je dirais, relativement classiques peuvent être mises en œuvre, en tout cas en 2022, en 2025. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a donné un exemple d'un logement collectif en montrant on se projetait jusqu'en Mm. 2028 avec des solutions. Pense que si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, bah, le mieux, c'est de se rapprocher des industriels qui ont ce didacticiel.
pour simuler les choses, hein. On l'a conçu exprès, vous avez vu les menus déroulants que vous a présenté Nicolas. Le but était justement de ne pas figer les solutions, hein, et de dire, si je veux absolument avoir des murs comme ça, qu'est-ce que je bouge à côté? Mais on peut partir avec, si je veux absolument avoir des planchers comme ça, qu'est-ce que je bouge à côté? On ne force pas le choix dans une direction ou en un autre, parce qu'on s'est aperçu en discutant avec les bureaux d'études thermiques que suivant les régions, euh, les gens ont des habitudes de construction différentes, des contraintes différentes. Alors, c'est suivant les régions et c'est aussi suivant les acteurs qui sont Hmm. autour de vous, hein. Moi, pour prendre l'exemple de la perméabilité à l'air, on sait qu'il y a un certain nombre de bureaux d'études, en général des grands nationaux, qui sont un peu frileux Hmm. sur optimiser la perméabilité à l'air, tout simplement parce que ils ne savent pas qui va réaliser quand ils font l'étude, hein. Et on voit qu'on a certains bureaux d'études implantés de façon plus locale, qui connaissent complètement leurs partenaires, qui travaillent toujours avec les mêmes, qui ont le retour d'expérience et qui se disent, bah oui, mais de la perméabilité à 0,4, mais j'y vais sans souci, je sais que ça passe. Et c'est important quand on va concevoir, je dirais, un bâtiment, de prendre en compte effectivement ce que l'on sait faire aussi localement, hein, en se disant, bah, si je peux, voilà, si je sais que j'ai des monteurs de qualité et que je vais pouvoir avoir de la perméabilité à 0,4, ça me laissera peut-être plus de liberté sur d'autres sujets. Alors, il y a Laurent qui nous remercie pour cette intervention très claire. Alors, si je ne me trompe pas, hein, en 2024, il y aura un certain nombre d'événements en région sur la thématique de l'éco-conception, où vous, bah, justement, hein, Cyril, vous serez présent pour intervenir et échanger. Je vois que ça s'active dans l'onglet Q&R. Alors, on a une question. Euh, les combes ne sont jamais aménagés dans les exemples du Smart Guide, lecture rapide, et semble-t-il non proposés dans le simulateur BBClick. Est-ce compliqué vis-à-vis du confort d'été? Donc dans BabyClick, si Là, une justement solution. il y a une maison avec comble, je peux Voilà, on peut-être va pouvoir, partager. Voilà, on va on pouvoir vous a répondre. montré deux exemples, mais en fait, on a quatre types de maisons dans Voilà, Bébé Voilà, Click, donc on va hein. pouvoir revenir dessus. on a quatre types de maisons. Je vais essayer de repartager mon écran simplement. Tac. Est-ce que tout le monde voit? Je pense que Ouais. c'est bon. Et donc, vous avez voilà, cette maison aussi, donc avec comble aménagé. Et puis, il y a un choix également de maison avec toiture terrasse, qui est en fait, celle-ci d'ailleurs, strictement la même que la maison avec comble perdu, simplement on a décliné la toiture. Voilà, pour montrer l'impact que ça peut avoir. Et donc, au niveau du confort d'été pour les maisons avec comble aménagé, pardon. On n'a pas de différence majeure par rapport à une maison avec comble perdu, notamment de par la prise en compte du calcul du plafond qui donne sur les combles au niveau réglementaire, qui fait qu'on n'a pas vraiment de différence en termes de résultats. Les différences qu'on va avoir par rapport à ces deux maisons, qui sont déjà différentes de par leur conception, au niveau de la surface de baie qu'on va avoir au niveau des façades, et puis l'exposition des toitures rampantes, je dirais. Mais globalement, l'impact sur le confort d'été ne sera pas lié au fait que les comptes soient aménagés ou non, mais plus dans l'ensemble, la configuration, je dirais, architecturale de la maison. Voilà. Il faut savoir que ce soit au niveau du confort d'été ou du bébio, et donc des consommations énergie primaires, vraiment, il y a un gain à avoir. Alors, ça ne plaît pas aux architectes, mais il y a un gain à avoir euh, la maison, ou en tout cas le bâtiment, le plus compact possible. Plus on est compact, plus on diminue la surface déperditive ou d'apport, ça dépend dans quel sens on se place, mais plus on va diminuer donc cette surface déperditive par rapport à la surface habitable. Voilà, c'est le bon compromis à trouver dans l'architecture de la maison. Bien, merci Voilà. beaucoup, Nicolas. Merci. Voilà. Euh, le participant vous remercie pour votre réponse. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? N'hésitez pas à lever la main, à écrire dans le chat ou l'onglet QR.
Écoutez, si ça vous va, on peut peut-être clôturer cette conférence, cette formation. Vous retrouverez l'intégralité de cette intervention en replay d'ici la fin de la semaine, hein, sur le profil de la communauté bâtiment, également sur le profil de la communauté affaires juridiques. Vous aurez aussi accès à un support de présentation avec des éléments visuels et écrits. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation, pour vos interventions également. Merci Nicolas Tinceau, merci Lionel Montfort pour vos interventions très riches en enseignement et très très intéressantes. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et une bonne fin d'année et des belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.